Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Voici le monde en 30 minutes. Les grands titres. Vente d'Air Transat à Air Canada. 94,7% des actionnaires approuvent cette transaction. Amazonie, feu de forêt record. Sommet du G7 à Biarritz en France. Tension à l'intérieur comme à l'extérieur. Idlib, dernière poche de résistants djihadistes en Syrie, alors que s'ouvre un corridor humanitaire. Et puis Haïti, le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, passe à l'opposition. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles dans quelques instants. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h sur la THM, la télé à votre image. Avant d'aller au développement des titres, chers amis téléspectateurs, nous accueillons comme d'habitude notre collaboratrice Linda Chéri. Comment vas-tu, Linda? Très bien, merci Pierre-Michel, et toi? Ça va super bien, c'est la reprise des activités scolaires. Oui, ça a repris pour certaines écoles. La plupart, c'est toujours le début septembre, après la fête du travail, mais il y en a quelques-uns qui commencent progressivement à faire les rencontres avec les professeurs. Donc, dans ma famille, oui, et puis on fait partie de ce premier groupe. Absolument, et puis le boulot pour les mamans, ça commence maintenant. Ça commence maintenant, exactement. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, plus de 90% des actionnaires de Air Transat ont approuvé la vente du voyagiste à Air Canada. Ils vont recevoir quelques 18 $ par action pour un total de 720 millions. Ça va offrir, dit le PDG, une nouvelle plateforme à Air Transat. Linda. Bon, alors c'est une vente, comme tu viens de le dire, 94,7 pour être exact. Les actionnaires ont approuvé cette vente à Air Canada. Cependant, ça ne fait pas l'unanimité. Comme on voit, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont la crainte vraiment que Air Canada détienne le monopole au niveau du voyage ici au Canada. Donc c'est pour ça que certains s'opposaient à la vente, dont un très connu homme d'affaires, M. Pelado, oui, qui détient, pour ne pas le nommer. Bon, qui détient à peu près, je crois, un petit peu plus qu'1% des actions d'Air Transat. Et oui, c'est une transaction qui est quand même lucrative pour beaucoup d'actionnaires. On parle, par exemple, du PDG Jean-Marc Stache, qui va quand même partir avec un petit peu plus que 11,7 millions. Donc, c'est pas du tout négligeable. C'est pas du tout négligeable, mais tout le monde ne voit pas la chose de la même façon. Il y a le monsieur du MEDAC, qui est le mouvement d'éducation des actionnaires, qui dit c'est comme s'il assistait à écoutez bien, des funérailles. Lui, il s'appelle monsieur Willy Gagnon. Il dit c'est comme s'il assistait à des funérailles. Oui, bon, là, on regarde du point de vue, non seulement c'est une entreprise québécoise, parce que Air Transat est quand même une entreprise du Québec. Nous savons comment le Québec est fier d'avoir ses propres entreprises. De ses fleurons. Ben, c'est ça. Là, maintenant, l'entreprise devient plus ou moins canadienne, quoi qu'on dise qu'on ne va pas changer la structure, que ça va toujours être 2 entités séparées, qu'on ne va pas déplacer le siège social d'Air Transat qui se trouve ici à Montréal. Et qu'il n'y aura pas de mise à pied. Qu'il n'y aura pas de mise à pied, mais les économistes ont commencé à se pencher là-dessus. On sait très bien que dans les cas des fusions, on perd toujours des plumes. Peut-être que ce n'est pas maintenant, ça va être un petit peu plus tard. Il reste encore quelques mois pour que le gouvernement quand même ratifie, parce qu'il faut que ça soit revérifié
vérifié par le bureau de la concurrence. Il va y avoir des balises qui vont être installées parce que justement, le gouvernement lui aussi voit qu'est-ce qui risque de se passer. Donc, alors, on veut prévenir au lieu de guérir. Prévenir au lieu de guérir. Souvent, on dit qu'on ne mettra pas des gens à pied. Souvent, on dit, mais non, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de transfèrement du siège social. Mais ça, c'est dans la tête des gens qui achètent. Oui, et il y a un autre aspect de la question que les gens ont tendance à ignorer. On va prendre une destination que nous connaissons très bien, Montréal-Port-au-Prince. Alors, jusqu'à tout récemment, il n'y avait que 2 compagnies d'aviation qui desservaient en ligne directe. Cette route-là, comme on dit. Exact. Alors, c'était Air Canada et Air Transat. Maintenant qu'Air Transat n'existe plus, la compagnie va-t-elle s'appeler Transat Canada? Donc, est-ce qu'on va faire place à un petit peu... Il n'y avait déjà pas de concurrence. Donc, les gens, le consommateur moyen, se posent des questions à savoir qu'est-ce qui va arriver au niveau des prix des billets déjà qui sont exorbitants. L'actualité, c'est la maternelle à 4 ans qui continue de défrayer la chronique, même si le Parlement, enfin l'Assemblée nationale de Québec, est en vacances. Mais les députés continuent de travailler en commission parlementaire et le ministre Roberge a dû goûter à la médecine du feu nourri de l'opposition, Linda. Oui, parce que la loi, c'est vraiment sur le changement de l'éducation préscolaire. Donc, lorsqu'on parle d'éducation préscolaire, on parle de maternelle telle qu'on la connaît en ce moment, 5 ans. Et là, maintenant, on veut étendre la maternelle 4 ans à tout le monde. Que les petits bouts de chou aillent à l'école beaucoup plus tôt. Voilà. Beaucoup plus tôt, c'est ça. Alors, jusqu'à présent, ça existait déjà, la maternelle 4 ans, comme on l'avait mentionné auparavant, dans les milieux dits défavorisés. Donc, un petit peu pour donner un bon coup de pouce à ces jeunes-là qui n'ont pas l'encadrement familial ou l'encadrement social idéal pour pouvoir performer dans le futur. Alors, maintenant, le gouvernement, progressivement, aimerait éliminer tout ce qu'on appelle CPE ou quand même donner la chance aux parents de jumeler les CPE. Alors, en ce moment, en chambre, on parle de hier, précisément hier et avant-hier. Ça n'a pas trop bien été pour le ministre Roberge parce que l'opposition est sur le pied de guerre. On pose des questions. Entière groupée, comme on dit. Oh oui, entière groupée. Le discours est le même un petit peu partout. Le budget, c'est le gouvernement de la CAQ qui l'a écrit. C'est marqué, et je cite, « Ajout de 1000 classes partout au Québec, incluant celles des maternelles 4 ans. » Question super simple aujourd'hui. Le 1000 classes, au mois de mars dernier, est-ce que la totalité des 1000 classes partout au Québec, c'est uniquement pour les maternelles 4 ans? Oui ou non? Ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on veut des chiffres. On veut savoir, lorsque nous allons bâtir des nouvelles écoles et bâtir des classes, qui aura la priorité. Ils veulent absolument que ça soit mentionné que la priorité doit aller au milieu défavorisé et le ministre ne veut pas s'engager là-dessus. Donc, c'est assez difficile pour lui en ce moment. Donc, déjà, on est en été, ils sont obligés de travailler parce que il faut y aller très rapidement. On parle déjà il y a une pénurie d'enseignants déjà dans les commissions scolaires, plus il y a quand même cet exode des enseignants à cause de la loi 21 qui fuit le Québec. Et maintenant, on veut bâtir des nouvelles classes 4 ans et on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, les questions se multiplient. Les échanges entre l'opposition et le gouvernement actuel, écoutez, on ne sait pas comment ça va terminer, mais jusqu'à présent, aux dernières nouvelles, ils ont remis ça la semaine prochaine. On va voir comment ils vont pouvoir s'entendre sur la question. On va avoir un œil sur cette actualité. Nos caméras vont rester allumées sur la question pour vous apporter davantage de détails. Mesdames, Messieurs, l'actualité à l'international, c'est cette rencontre officielle entre Vladimir Poutine, qui est venu visiter Emmanuel Macron. Vladimir Poutine, c'est le président de la Fédération de Russie, qui a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron du côté de Brégançon. C'est au bord de la Méditerranée. C'est un villa de vacances pour les présidents français. Eh bien, la déclaration d'Emmanuel Macron est la suivante. Il faut rétablir un lien de confiance avec la Russie
qui est européenne et qui a toute sa place dans l'Europe des valeurs. Les deux présidents se sont rencontrés face aux médias, ont répondu à plein de questions sur des sujets sensibles, des sujets pointus de l'actualité, de la géopolitique mondiale, mais surtout sur des sujets qui fâchent. Par exemple, la Syrie. Par exemple, vous savez que la Russie a établi ses quartiers en Syrie. C'est la Russie qui est venue mettre un holà dans les exactions de l'État islamique. Ensuite, il y a le dossier iranien. Vous savez que la Russie est partie prenante de cet accord qui a été signé avec plein de pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, sur cet accord qui a rapport avec le nucléaire iranien. Donc, on a discuté de ça. Enfin, les deux présidents, pas en présence des médias, mais en aparté, dans les réunions bilatérales. Ensuite, il y a le dossier ukrainien. Vous savez que la Russie a annexé l'Ukraine, a annexé donc la Crimée, pardon. Et puis, il y a tout ça qui fait friction entre les deux pays. C'est pour ça que les deux présidents ont trouvé qu'il était opportun de rétablir les liens, parce que les rapports commerciaux entre la France et la Russie sont au beau fixe, plus de 500 milliards de dollars de commerce entre les deux pays. Plus de 500 entreprises françaises sont en Russie. Et puis, en France, c'est la même chose. Donc, il fallait que les deux présidents se parlent. Et finalement, on reconnaît que la Russie, qui est une puissance nucléaire, la Russie qui possède le plus d'armes nucléaires sur la planète, plus que les États-Unis, est un partenaire important dans les affaires internationales, surtout les sujets pointus. Cette année, les feux de forêt battent des records en Amazonie. Et ça touche les tribus autochtones comme les Parrain Tchétchènes, qui se retrouvent au cœur de la bête et qui accusent les transnationales, les multinationales de déforestation. Et ça cause énormément de problèmes. Ça a même soulevé l'ire des femmes autochtones qui sont venues manifester en grande quantité à Brasilia, suite à une déclaration de M. Bolsonaro, qui est le président brésilien, qui accuse les ONG d'être responsables de cette catastrophe, de ce qui se passe en Amazonie. Pour tout comprendre de cette situation, nous allons écouter un reportage de nos confrères d'Euronews. En Amazonie, alors que les feux de forêt dus à la déforestation atteignent des records cette année, l'inquiétude domine parmi les tribus amazoniennes. C'est le cas des Parrain Tchétchènes. J'ai 31 ans et je pense à la prochaine génération, à nos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, nous avons des terres qui ont été préservées, mais dans 10 ou 15 ans, nous ne pourrons plus vivre comme nous le faisons maintenant. Nous ne respirerons pas le même air que celui que nous respirons aujourd'hui. Nous sommes très préoccupés. Les Parrain Tchétchènes vivent à Humaitá, une municipalité située en plein cœur de la forêt amazonienne, dans l'état d'Amazonas, état qui a déclaré ce mois-ci l'état d'urgence à cause des feux. Les fumées dégagées par les incendies dans cet état auraient même atteint Sao Paulo, situé à plusieurs milliers de kilomètres, et plongé la ville dans l'obscurité pendant 1 heure lundi. Depuis sa prise de fonction en janvier, le président Bolsonaro, qui a promis d'ouvrir l'Amazonie à l'exploitation minière et à l'agriculture intensive, se heurte aux écologistes et aux tribus autochtones. Le 13 août dernier, des centaines de femmes de différentes tribus sont venues manifester à Brasilia devant le Congrès pour défendre leurs droits, la préservation de leurs terres et dénoncer la déforestation. La mobilisation en faveur de la protection de l'Amazonie gagne désormais l'ensemble du globe. Sur les réseaux sociaux, les messages d'indignation se multiplient sous le hashtag Pray for Amazonas, priez pour l'Amazonie. L'actualité à l'international également, mesdames, messieurs, c'est le sommet du G7 qui démarre aujourd'hui à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Les pays du G7, vous les connaissez, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, le Canada, la France, etc., vont se réunir pour discuter de bilatéralisme. Mais attention, il risque d'avoir des tensions
à l'intérieur, puisqu'il y a plein de dossiers qui opposent les différents pays du G7, mais aussi à l'extérieur, parce que les anti-G7 se proposent de manifester. 13 000 policiers sont mobilisés pour l'événement. Nous allons à ce sujet écouter un rapport de nos confrères d'Euronews. Les forces de l'ordre sont déjà à pied d'œuvre, avec plus de 13 000 policiers répartis dans et autour de la ville basque. Les militants écologistes et altermondialistes s'organisent eux aussi des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Depuis mercredi, 80 associations animent un contre-G7 où près de 10 000 personnes sont attendues. Les forces de l'ordre redoutent des débordements et entendent maintenir tout ce monde à l'écart du sommet officiel. Mais les tensions pourraient bien venir de l'intérieur. Le thème du sommet cette année est la lutte contre les inégalités. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs invité les dirigeants de l'Égypte, de l'Inde, de l'Australie et du Rwanda à contribuer aux réunions sur ce sujet. Mais d'autres questions brûlantes devraient s'imposer dans les discussions, comme la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les manifestations à Hong Kong ou encore la crise dans le Cachemire. Sans oublier bien sûr le Brexit. Alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson participera à son premier sommet international, les autres dirigeants ne manqueront pas d'observer où se situe sa loyauté. Du côté de ses voisins européens, ou bien de Donald Trump et sa promesse d'un nouvel accord commercial majeur entre Londres et Washington. Le président Macron, qui entend défendre son projet de taxe mondiale sur les géants du numérique, se prépare à une confrontation avec le président américain. Donald Trump s'est farouchement opposé à cette idée car elle toucherait de nombreuses entreprises américaines. Le président des États-Unis pourrait lui aussi froisser plusieurs dirigeants avec sa suggestion de réintégrer la Russie au groupe. Moscou avait été expulsé du G8 en 2014 après son annexion de la Crimée. En tout cas, Linda, Donald Trump, oui, s'est mis de la partie. Bon, c'est certain, on n'a jamais de surprise avec notre cher voisin. Nous savons que Trump aimerait annexer, réinviter la Russie autour de la table des discussions parce que la Russie ne fait pas partie. Bon, c'était le G8 avant, on est rendu au G7. G7, c'est ça. Et il aimerait que ce G7 redevienne un G8 en réinvitant la Russie à la table, mais chose qu'on n'est pas d'accord ici au Canada. Parce que le Canada dit, la Russie devrait quitter la Crimée et sortir complètement du Donbass. Oui. Pour que le Canada puisse, ne serait-ce que reconsidérer ou du moins accepter, regarder le cas de figure d'un retour éventuel de la Russie autour de cette table de réunion du G7 qui redeviendrait le G8. Oui, et c'est certain qu'il y a d'autres priorités qui n'ont pas été mentionnées. Il y a la priorité du Canada, donc le ministre Trudeau qui a quitté vendredi matin. Donc le ministre Trudeau, son cheval de guerre en ce moment, c'est l'environnement, la protection de l'environnement, l'élimination du plastique. On sait qu'il y a quelques mois, il avait fait une petite bévue lorsqu'on lui avait demandé comment, chez lui, il essaie d'éliminer plus ou moins le plastique. Et il a dit que chez lui, ils utilisaient beaucoup des bouteilles d'eau en carton. Bon, à ma dernière, je ne crois pas que ça existe. Pas encore, en tout cas. Il a pris ça avec beaucoup d'humour, puisqu'on a su que ce matin, à bord de l'avion qui le transportait à Biarritz, il y avait des bouteilles d'eau en carton. Ah ben voilà. On a fait le nécessaire. On a fait le nécessaire. Alors, il y a des observateurs qui regardent aussi cette contestation canadienne quant à un éventuel retour de la Russie, donc de Vladimir Poutine, autour de la table de réunion du G7, qui pourrait redevenir G8, et qui disent que, mais il y a une forte communauté ukrainienne au Canada, et au mois d'octobre, il y aura des élections. Ça, c'est l'analyse de nombreux observateurs qui disent, ça pourrait être une position carrément électoraliste. Oui. Écoute, on est à 59 jours des élections officielles. On ne peut pas s'étonner que ça soit vrai. Oui. Alors donc, et toujours concernant ça, et lorsque Vladimir Poutine, pour revenir sur cette nouvelle, et Macron s'étaient rencontrés, il y a un journaliste qui avait posé la question à M. Poutine, est-ce que lui, il était intéressé à faire partie du G8? Il a dit, mais je ne peux pas faire partie de quelque chose qui n'existe pas.
Oui, et il est assez spécial parce que c'est assez bizarre de voir comment les choses se passent au niveau du G7 et du G8, puisque les pays qui font partie de ce groupe privilégié sont supposément des pays démocratiques. Alors, la question de la démocratie en Russie, c'est... On va mettre une bémol là-dessus. Absolument. C'est une zone grise. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas. Et on ne comprend pas pourquoi, après tant d'années, Vladimir Poutine est encore au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Et attention, on lui a posé également la question. Il a dit, moi, je ne veux pas vivre ce que les Français ont vécu avec le dossier des Gilets jaunes. Il a dit, donc c'est pour ça que les gens peuvent manifester, mais à partir du moment que vous commencez à aller un tantinet soit peu en dehors des règles, alors il faut qu'on fasse ce qui doit être fait pour éviter de la casse, voilà. Oui, on sait ce que ça veut dire et c'est certainement un dossier à suivre. Dans l'actualité, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis continue de battre son plein, mais au fur et à mesure que les jours passent, Linda, et au fur et à mesure des boutades d'un côté comme de l'autre, on a l'impression qu'on assiste à un véritable jeu de ping-pong commercialo-diplomatique ou diplomatico-commercial. Bon, on va dire commercial parce que des fois je me pose la question, est-ce que la diplomatie a complètement quitté la pièce? Parce qu'on y va de sanction en sanction, les Américains qui mettent leurs sanctions, la Chine qui répond par une autre sanction, et encore c'est comme ça. Et oui, l'analogie du ping-pong, je pense que c'est très bien dit, parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé hier matin. La Chine a officialisé le fait qu'elle veut maintenant taxer les véhicules américains qui sont vendus en Chine, donc on va hausser la taxe. Et qui est un marché énorme, il faut le rappeler, c'est 1 milliard. Oui, et ça c'est une réplique aux États-Unis. Et là, bon, on sait, comme on peut dire, le Twitter en chef a bien sûr fait passer son message. Lorsqu'il a fait passer son message, la bourse a chuté. Le président de la Réserve fédérale est sorti. Il a essayé de mettre une bémol en disant que, écoutez, oui, on sait qu'il y a une guerre commerciale, mais il n'y a pas de solution miracle à tout ça. À un moment donné, les choses vont quand même se calmer, vont se niveler. Et la bourse a remonté. Et là, le président des États-Unis est fâché et considère maintenant le président de la Réserve fédérale comme un ennemi. Alors, comme un traître à la patrie. Oui, un traître à la patrie. Donc alors, c'est comme ça que ça se passe et il ne faut pas... c'est quand même très important comme dossier parce que une taxe supplémentaire sur les États-Unis pour la vente de véhicules en Chine, on sait qu'est-ce qui risque de se passer. C'est que maintenant, les Américains vont se tourner vers le pays le plus proche, qui est le Canada, pour exporter les véhicules. Et on sait qu'il y a plusieurs véhicules qui sont assemblés et faits ici au Canada. Automatiquement que les Américains vont se remettre sur le marché canadien, on a peur de la concurrence qui risque d'être à la limite déloyale. L'actualité internationale, mesdames, messieurs, le gouvernement syrien dirigé par Bachar el-Assad met les bouchées doubles avec son allié russe pour essayer de déloger, en tout cas tenter de déloger, la dernière poche de résistance djihadiste à Idlib, c'est dans le nord-ouest du pays, avec une campagne militaire offensive intense pour débarrasser complètement le pays des terroristes. Et de notre côté, M. Bachar el-Assad a donné son accord, donc son feu vert, pour l'ouverture d'un corridor humanitaire pouvant faciliter l'exfiltration des civils dans cette partie du pays. Commentaires et explications de nos confrères d'Euronews. Ils fuient par milliers. Le régime syrien a donné son feu vert à l'ouverture d'un corridor pour permettre aux civils qui le souhaitent de quitter la région d'Idlib. Et sur toutes les routes de la province, les mêmes convois de véhicules pleins à craquer. Abdo Shehad du village de Maharat al-Nouman témoigne. Nous avons dû supporter les frappes aériennes pendant 3 jours. C'est la première fois que nous subissons des bombardements aussi puissants. Depuis une dizaine de jours, la province d'Idlib, dominée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham dans le nord-ouest du pays, est soumise à des bombardements féroces des forces loyalistes et russes. La campagne militaire du régime de Bachar el-Assad contre cette province a débuté en avril, mais aussi contre Alep, Hama et Latakia. Cet hôpital n'a pas été épargné.
Près de 900 civils ont été tués et plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les violences dans cette région, selon l'ONU. Les gens continuent d'être déplacés et quelques 1500 personnes vivant dans le nord du gouvernorat de Hama et d'Idleb auraient fui hier. Entre le 1er mai et le 18 août de cette année, 576 000 mouvements de personnes déplacées ont été enregistrés dans le nord-ouest du pays. De nombreuses personnes ont été déplacées jusqu'à 5 fois et certaines ont dû déménager jusqu'à 10 fois. Le président syrien Bachar el-Assad a tenu des réunions bilatérales avec une délégation du parti russe au pouvoir en début de semaine. Résultat peut-être de ces discussions, les présidents russes, iraniens et turcs se réuniront à Ankara le 16 septembre pour un sommet consacré à la Syrie. La région d'Idlib était censée être protégée par un accord sur une zone démilitarisée conclu en septembre 2018 par Ankara et Moscou. L'actualité nous emmène en Haïti, mesdames, messieurs, où le passage du sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, dans les rangs de l'opposition, a défrayé la chronique toute la semaine, Linda. Oui, selon les dernières nouvelles, M. Lambert se serait rangé du côté de l'opposition. Désormais, il semblerait qu'il ne soit pas tout à fait d'accord avec une dernière décision du président actuel. Il s'était proposé pour être choisi afin qu'il devienne le Premier ministre à la place de Fritz William Michel, mais le président n'a pas retenu M. Lambert, qui s'est senti vexé, qui s'est senti complètement... C'est un outrage à sa personne, à sa personnalité. Lui qui disait vouloir se mettre au service de son pays, il était prêt à sacrifier le reste de sa mandature de 3 ans et demi comme sénateur pour devenir Premier ministre pendant 3 mois, 4 mois. Il a dit c'est un sacrifice que j'étais prêt à consentir. Mais malheureusement, le président, il s'est moqué de moi. Il a pratiquement, et je répète ces mots, il a craché sur moi. Ensuite, une sorte d'incohérence parce qu'il dit « Je suis opposé à Jovenel Moïse, en même temps, je suis prêt à défendre Martelly et le PHTK. » Ensuite, les observateurs disent qu'il y a aussi beaucoup d'individualisme. Où sont passés les intérêts du pays qu'il dit vouloir défendre et pour lesquels il était prêt à se sacrifié? Oui, il y a un de nos collaborateurs justement qui avait fait mention du climat actuel en Haïti. Il semblerait qu'en Haïti, pour être populaire, il faut être opposé. À quoi êtes-vous opposé? Ce n'est pas trop important, il suffit d'être opposé. Que serait le monde en 30 minutes, votre magazine d'actualité, sans une bonne nouvelle? Et cette semaine, elle est en 2 parties. D'abord, est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, que ça fait cette semaine 400 ans depuis que près d'une vingtaine d'esclaves avaient débarqué en Virginie, c'est aux États-Unis. Et puis voilà que cette même semaine, le magazine Forbes vient de publier le top 100, mais il y a le top 10 des comédiens les mieux payés. Figurez-vous que 400 ans après, 90% de ces comédiens sont des immigrants, Linda. Oui, ce sont des immigrants et c'est surtout des immigrants qu'on sait qu'en ce moment qui ne sont pas trop bien vus aux États-Unis. Comme c'est bien que tu aies mentionné les 400 ans, vraiment en 400 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites aux États-Unis. Il y a eu des efforts en quelque part. Aucun pays n'est parfait, personne n'est parfait. Il y a eu des efforts. Ce qui est intéressant à voir dans cette liste-là, c'est que ce sont ce qu'on appelle les stand-up comics. Donc, ce sont les gars qui vont être devant la foule avec seulement un tabouret et une bouteille d'eau et qui réussissent à faire rire des fois des stades entiers. Le numéro 4 sur cette liste-là, c'est Trevor Noah. Et qui est Trevor Noah? Trevor Noah, c'est un enfant de l'apartheid. Alors, Trevor Noah est né en Afrique du Sud d'une mère noire et d'un père blanc. En Afrique du Sud, à l'époque où Trevor Noah était né, donc ça c'était pré-Mandela, c'était un crime pour un noir et un blanc d'avoir une union. Une relation. Que ça soit une union de fait ou que ça soit un mariage. Alors, les 2 parents n'ont jamais pu se tenir la main en public.
La mère de Trevor Noah s'est fait mettre en prison beaucoup de fois parce qu'on lui disait non, qu'elle n'avait pas le droit d'être avec un blanc. Et même ce jeune, Trevor Noah, n'a jamais pu marcher dans les rues aux côtés ni de sa mère, ni de son père. Alors Trevor Noah, c'est lui qui a repris l'émission The Daily Show qui était avec Jon Stewart, une émission qui est une satire politique. Donc, on sait que Donald Trump, c'est l'invité par excellence de cette émission-là. Il offre de la provision à profusion. À profusion, parce que c'est une émission avec de l'humour intelligent. Et Trevor Noah, il est celui qui est à la barre de cette émission. Mais pendant qu'il anime cette émission, il se promène un petit peu partout aux États-Unis et dans le monde. Et cette année, il a empoché 28 millions de dollars. Alors, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose. C'est une grosse différence de l'enfant qui a vécu dans la pauvreté en Afrique du Sud et qui se retrouve quelques années plus tard. Et c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, donc il est encore très jeune. Et le premier, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le cher Kevin Hart. Monsieur qui mesure à peu près 5 pieds 6, mais qui a toute une personnalité. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, le magazine Le Monde en 30 minutes pour aujourd'hui. Un rappel des titres. Vente d'Air Transat à Air Canada. 94,7% des actionnaires approuvent la transaction. Feu de forêt en Amazonie, un record de tous les temps. Sommet du G7 à Biarritz en France. Tension à l'intérieur comme à l'extérieur. Idlib, dans le nord-est de la Syrie, dernière poche de résistance djihadiste, sous le feu nourri du gouvernement de Bachar el-Assad et son allié russe, en même temps qu'un couloir humanitaire a été autorisé. Et puis, en Haïti, Joseph Lambert, sénateur du Sud-Est, passe à l'opposition. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi Le Monde en 30 minutes. Excellente suite de programmes sur la THM, votre chaîne. Nous serons toujours la télé à votre image, où vous voulez et quand vous voulez. À bientôt.